Bonjour à vous, fans de pop culture. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus vieux films abordés jusqu'à maintenant sur PEDG, un long métrage dérivé d'une des séries animées les plus cultes des années 80 au Japon, mais aussi en France. Je veux bien sûr parler de Cobra. L'histoire de Cobra commence par celle de son auteur, Buichi Terasawa. Ce dernier commence sa carrière au début des années 70, après avoir loupé son examen d'entrée pour une école de médecine. Fauché et un peu paumé, il finit par découvrir, grâce à une copine de l'époque, combien pouvait lui rapporter le premier prix d'un concours manga, et il se mit très vite au travail. Oui, vous l'aurez compris, au premier abord, le bonhomme ne s'est pas mis au manga par passion, c'était juste pour gagner sa croûte. Et où elle est la passion? Dans ton cul. Au final, il remportera quelques prix en dessinant pour des concours de manga shoujo, et plein de confiance, il réussira même à décrocher un poste d'assistant avec le plus illustre mangaka de l'époque, Osamu Tezuka. Ce dernier aimant beaucoup le style du bonhomme et voyait en lui un très grand potentiel. Et Buichi a cette fierté de pouvoir dire qu'il a été l'un des assistants du dieu du manga sur Blackjack et Phoenix. Et juste après cette expérience fort enrichissante, rien de mieux que de voler de ses propres ailes en rédigeant plusieurs one-shots et en préparant pour 1978 une série pour le Weekly Shonen Jump. Et bien sûr, vous le voyez venir, cette série n'est ni plus ni moins que Cobra Space Adventure. Le manga suit les aventures de Cobra, un aventurier intergalactique au charme mystérieux, naviguant à travers l'espace pour échapper à ses ennemis de la guilde des pirates de l'espace. Dans le même temps, notre héros combat parfois les injustices, tente de filouter ce qu'il peut et n'oublie jamais de séduire la plus belle nana du coin. Armé de son psychogun et accompagné de sa partenaire androïde Lady, Cobra explore divers mondes futuristes et limites fantaisistes remplis d'intrigues et d'action. Le manga faisait pas mal douter ses éditeurs de l'époque, à cause de ses designs assez inhabituels pour le canon du Jump. Ce qui n'est pas très surprenant puisque Buichi était bien plus fan de BD franco-belge que de manga. Et il faut aussi se le dire, Buichi n'arrive pas vraiment à fidéliser tout un public dû à la structure très épisodique de son manga, et les succès vont et viennent selon les arcs. De plus, le mangaka n'aimait pas beaucoup le rythme hebdomadaire forcé du magazine, ce dernier préférant prendre son temps pour construire son histoire, ce qui fait qu'il a pris plusieurs retards qui ont eu pour conséquence de rendre la publication de Cobra très irrégulière. Mais malgré ce succès en dents de scie, Cobra trouve quelque part son public, grâce à des arcs mémorables comme celui du Rug Ball notamment. Et le studio Tokyo Movie, aujourd'hui plus connu sous le nom de TMS Entertainment, se dira intéressé par un projet d'adaptation. Et TMS, c'est pas un petit studio, c'est l'un des plus anciens encore actifs aujourd'hui, qui est notamment connu pour pas mal d'adaptations animées de grande qualité, comme Ashita no Joe, Lupin the Third ou Ant Man, mais aussi pour ses nombreuses productions des années 70 à début 90, qui étaient dirigées pour un public typé occidental, que bien des gens qui ont grandi dans ces années-là ont connu, comme Je sais tes matchs, Rémi sans famille, Sherlock Holmes, Lady Oscar et Motherfucking Ulysse 31. La sacrée machine de merde. Ces productions étaient d'ailleurs souvent faites en collaboration avec des pays étrangers, comme la France et l'Italie, ou même les US pour l'animation de la série Batman. Donc oui, une adaptation de Cobra par ce studio semble limite être une évidence. Et pour diriger cette adaptation, on n'a ni plus ni moins que Osamu Dezaki, la personne à qui l'on doit une bonne partie des productions que j'ai citées précédemment, mais c'est également l'un des fondateurs du studio Madhouse, que vous connaissez tous aujourd'hui pour bon nombre de leurs animés cultes. Je suis profondément déçu. Et pour les designs, on a Akio Sugino, qui est le chara-designer le plus influent de sa génération, ayant laissé sa marque quasiment partout dans les années 80 et 90. Et on retrouvait, si on veut chercher la petite bête, même, tenez-vous bien, Hayao Miyazaki dans l'équipe d'animation. Bon, son rôle est pas énorme non plus, il s'occupera de l'animation de certaines séquences, mais pour bien vous montrer la dose de talent qui est impliquée sur le projet. Donc on récapitule, on a un réalisateur avec un excellent CV, un studio parfaitement calibré pour le ton et le style d'un manga à succès, un chara-designer très reconnu et des animateurs très compétents. Clairement, ce projet de long métrage donne envie et mettrait n'importe qui en joie, surtout son auteur de base, sauf s'il est pas mis au courant. Et oui, le projet qui se mettait doucement en place s'organisait tranquillement dans le dos de Buichi, qui apprendra la nouvelle par un tiers.
Aïe aïe aïe. Il alla donc à la rencontre du staff qui allait s'occuper du film, et c'est après une réunion avec ces derniers que naquit le projet de série d'animation. Sans doute un geste de la part de TMS pour se faire pardonner, et dans lequel Buichi sera beaucoup plus impliqué. Moralité de l'histoire, si vous faites des cachotteries dans le dos de vos collègues, bah peut-être qu'il en sortira des choses bien. Le film Cobra sortira au final le 3 juillet 1982, littéralement 4 mois avant la diffusion du premier épisode de la série animée. Allons-nous avoir affaire à une autre trahison du support de base ou une proposition artistique intéressante? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Cobra, le film, maintenant. Le film commence par... Oui, ici pas le temps de niaiser, donc on commence directement ce film par l'introduction de notre première héroïne, une chasseuse de tête du nom de Jen Flowers, qui s'en va se détendre un peu dans un bar pour flexer sur sa nouvelle prise. Ta tête n'est pas mise à prix, mais je te la fais sauter si tu y touches. Pas facile la nana. Et ça ne loupe pas puisqu'elle se fait repérer par notre héros et bourreau des cœurs de service, Cobra. Cobra flash sur la belle demoiselle et décide de la poursuivre avec son scooter, tout en lui déclarant sa flamme sous une OST qui semble être chantée par... Comme on peut s'en douter, avec une approche aussi peu subtile, Jen n'est pas intéressée. Je sais où se trouve un hors-la-loi dont la tête a été mise à prix 7 millions. Ah bah là oui, hein, on sort direct la carte piège de l'argent tout de suite. Oui, c'est moi, je suis le hors-la-loi le plus recherché de toute la galaxie. Et on enchaîne directement sur un étrange opening et... Bon, je vais pas vous résumer tout l'opening, et pour éviter les emmerdes avec les ayants droit, j'ai préféré remplacer la musique et accélérer l'extrait. Bref, après ce petit hallucinogène, on retrouve Cobra qui voit sa technique de drague du « je vaux 7 millions » vite se retourner contre lui. Et Jen ne le croit pas comme quoi il serait le célèbre Cobra. Elle le laisse quand même l'accompagner à un QG où elle se fait introduire. Je vais reformuler, elle le ramène à un QG où elle va récupérer sa prime et on en profite pour présenter en détail le personnage ainsi que celui du célèbre Cobra. Mais à peine avons-nous le temps de digérer toutes ces informations que... Jane, as-tu découvert l'amour, Jane? Bon, on y apprend que Jen doit trouver l'amour pour rentrer sur sa planète natale. Pourquoi, comment, cela nous est réservé pour plus tard. En attendant, Jen se dit qu'elle se ferait bien une bonne saucisse purée et contacte Cobra par télépathie. Hé, vagabond, ça te dirait de venir prendre un verre avec moi? Mais malheur, Jen se fait attaquer par une tête coupée qui fait le bruit insupportable d'un moustique de merde. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque des bruitages, non? Quel sale bestiole! Qu'est-ce qu'elle est collante! Ils arrivent enfin à s'en débarrasser et à peine a-t-on le temps d'apprendre que cette tête fut envoyée par une certaine confrérie galactique qu'on est déjà parti pour une autre course-poursuite. Cobra se débarrasse de ses poursuivants grâce à son célèbre Psychogun, prouvant dans le même temps à Jen qu'il est bien le célèbre Cobra. Le seul homme du cosmos à avoir une arme psychique dans son bras gauche, c'est Cobra, le pirate de l'espace. Eh, doucement, mais qu'est-ce qui te prend? Attention, mon cigare. Si tu savais le temps que j'ai passé à te chercher. Quel michto! Tu ne m'intéresses pas. Je suis célèbre. Oh oui, embrasse-moi, grand fou. Et pendant que Cobra conclut, nous sommes introduits à notre méchant principal. Alors, Cassius, est-ce que tu l'as trouvé? Oui, monsieur. Oh oui, pas moi comme une de tes françaises. Cette chose, c'est l'heure de Necron, le chef de la confrérie galactique. On lui apprend l'échappée de Jen et le changement d'apparence de Cobra. Nos héros sont donc maintenant hautement recherchés par la confrérie. Et Jen, de son côté, demande à Cobra de l'escorter jusqu'à sa planète natale. Cobra, lui, accepte et se fait payer de suite en nature. Oh non, pas maintenant, Jen. Le gouvernail. Ils partent donc pour le vaisseau de Cobra qui était caché sous la tombe de ce dernier. TJ Cobra, l'intrépide pirate que l'univers pleure encore. Et grave mégalo avec ça. On nous présente par la même occasion l'acolyte de Cobra. Vous êtes Andromeda, l'associé androïde de Cobra. Ah oui, le Mass Effect dégueulasse qui bug tout le temps. Non, ça c'est un coup.
Éloigné. Au passage, GG pour la continuité des noms, parce que entre Lady, Armanoid et Andromeda, on a du mal à se retrouver. Mais bon, bref, Cobra, Jane et HAL 9000 partent dans l'espace et en profitent pour analyser Jane, qui viendrait d'une planète décimée il y a très longtemps, et dont elle semble être la seule rescapée. On m'avait dit que le peuple de Myrus avait complètement disparu. Alors c'est le dinosaure le plus attirant que j'ai rencontré. Enfin vas-y, fais des blagues à ma place, je te dirai rien. Ils se font bien sûr attaquer sur le chemin par la confrérie, et c'est bien sûr une non-menace qui va uniquement servir à Cobra pour se la péter, et se dédoubler. Et Cobra n'a pas meilleure façon de remonter le moral de Jane que de raconter la triste destinée de sa planète natale Myrus. Il y a très longtemps, une planète errait en toute liberté dans l'espace. Elle était gouvernée par une lignée de reines dont la grande beauté était légendaire par-delà les galaxies et l'espace. Finalement, Myrus fut entraînée dans une galaxie où 2 autres planètes étaient en guerre, et elle fut frappée par une torpille génocide égarée. Et alors qu'avec cette déprimante histoire, Cobra s'apprête à encore conclure... Attends-lui si je reste pour regarder. Ce truc s'appelle Topolov, et il est l'incarnation de Myrus, au service de Jane et de ses 2 autres sœurs. Cobra et Jane décident d'aller sur Sido pour délivrer la sœur de Jane, Catherine, prisonnière du vaisseau prison sous la directive de l'empereur Nécron. Et on apprend aussi que ce dernier porte très bien son nom, vu que c'est un nécromancien et qu'il les observe depuis les toilettes. Ça pousse. Cobra réussit à atterrir sur la prison et se retrouve face à... Lord Nécron en personne. On se retrouve enfin face à face, mais dis-toi bien que cette fois c'est la dernière. Cobra réussit à fuir le combat et s'infiltre dans la prison à la recherche de Catherine. Tant bien que mal. Et tout ça sous le regard amusé de Nécron. Et pourquoi avez-vous toujours ce rire stupide? J'y peux rien, il y a un con à côté de moi qui arrête pas de me raconter des blagues. Puis là, le type il répond à l'autre, il lui fait... Il finit enfin par trouver Catherine. Bonjour Catherine. Au revoir Catherine. Mais tout ceci était au final un piège de Nécron. Ce qui me fait un peu demander si Nécron a pas un plaisir sadique à voir ses hommes se faire buter à la chaîne, mais bon. Et on a enfin un vrai face-à-face entre Cobra et Nécron. C'est une arme dévastatrice capable de détruire la moindre vie, mais puisque je suis la mort ressuscitée, je n'ai rien à craindre. Ah. Ton arme ne peut rien contre moi, parce que mon corps n'a rien de vivant. Cobra, laisse-moi être transparent avec toi. Ok. Et... Ah, pas grave, j'ai toujours mon magnum. Cobra est battu, mais se fait épargner par Nécron qui souhaite se servir de lui plus tard. Ce qui est chelou, parce que j'imagine que quand on est nécromancien, l'avantage c'est qu'on peut justement se servir des gens, même quand ils sont morts. Mais bon, c'est peut-être une subtilité scénaristique que j'ai pas compris. Nécron, lui, a une autre idée, transformer Cobra en glaçon à whisky, pendant que Jane se fait embrocher par sa propre sœur, tout en présentant son nouveau copain, Nécron. On a fait mieux comme réunion de famille, je vous le cache pas. Jane lance un kamehameha d'amour à Cobra qui permet à ce dernier de se libérer de son glaçon. Et oui, c'est donc l'amour qui sauve notre héros. Comme quoi, c'est pas un cliché récent, hein. Il s'échappe avec le corps de Jane sur une musique triste, fait son deuil de manière un poil trop dramatique. Il décide néanmoins de partir à la recherche de la troisième sœur, Dominique. Mais bon, pour se remettre de cette ambiance morose, je vous propose un petit moment fichaille discothèque. On retrouve Cobra sur cette planète de glace dirigée par la confrérie, où il a entendu dire que des guerrieros cherchent à défier l'autorité de celle-ci, et Dominique serait l'un de ses membres. Ces 3 PO ne l'accompagnent pas parce que... bah, elle sert à rien. Il part donc avec un train, et ça tombe très bien parce que... Elles arrêtent complètement le convoi et nous sommes introduits à Nadia qui est la chef des guerrieros. Nous nous battons contre le gouvernement corrompu de notre planète, qui n'est qu'un pantin aux ordres de la confrérie. Ouais,
Ouais, révolution, vous avez bien raison! C'est pour cette raison que nous allons vous soulager de votre argent avant qu'il ne tombe dans les mains de la confrérie. Connasse! Bon, je vous passe les bouffonneries habituelles de Cobra, mais ce dernier arrive à trouver leur QG et trouve enfin Dominique. Je t'attendais, Cobra. Maintenant, c'est moi qui suis amoureuse de toi. C'est incroyable. Je voulais éviter la blague, mais là... Mais ils ont pris de la... Elle en profite pour dire que Cobra est l'homme qu'elle aime parce que sa sœur l'aimait. Sauf que elle, contrairement à sa sœur, ben déjà elle est en vie, mais elle est surtout plus directe. Et on était déjà pas mal avec Jane. Mais là... J'aime les panoramas. Alors, je devine très bien vos attentions, ville coquine. Vous d'accord, mais le cheval, c'est un poil trop pour moi. Dominique accepte volontiers d'aider Cobra à vaincre Lord Necron avec les Guerrieros qui souhaitent de toute manière renverser la confrérie. Donc les deux objectifs concordent. Cela tombe très bien puisque Catherine les a repérés et s'ensuit une bataille entre les Guerrieros et Necron. Cobra tente de fuir avec Dominique pendant que cette dernière donne plus de détails sur l'histoire de la planète Myrus, dont elle est originaire. Il y a plus de 100 ans, la planète a percuté un autre univers qui a pollué l'atmosphère et exterminé toute vie sur la planète. Sauf les princesses, Jane, Catherine et Dominique, qui furent congelées en tant que fœtus et envoyées dans l'espace, en attendant que la planète puisse revivre et une seule d'entre elles pourra revenir et devenir reine de Myrus, soit en tuant les deux autres sœurs ou en tombant amoureuse du même homme, qui les fera fusionner en une entité qui deviendra une reine parfaite pour Myrus. C'est métaphysique. Donc, avec l'aide des Guerrieros et de Nadia, Cobra et Dominique se retrouvent de nouveau face à Lord Necron. C'est une occasion à ne pas manquer, les filles. Je vais te faire payer tous tes crimes, espèce d'ordure. Merde, j'aurais pu la prévenir que ça passe à travers. Et j'aurais peut-être dû leur dire qu'ils savaient bien se battre aussi. Cobra tente donc de faire fuir Dominique en retenant Necron, mais ce dernier lance son meilleur javelot et Dominique meurt. Nice shot! Cobra réussit néanmoins à rejoindre son vaisseau et autant dire que ça déconne plus. Vu qu'en agonisant, Dominique lui a expliqué que si sa sœur récupère le contrôle de Myrus, cette dernière la ferait exploser contre le soleil. Il se dirige directement vers Myrus pour en finir. Mais quel est donc le plan bien mûri de Cobra pour assassiner Catherine et ainsi empêcher la destruction de l'univers? Catherine active le portail et c'est alors que Necron révèle ses plans. Espères-tu gagner en tuant tous les habitants de cette galaxie? Mais le pouvoir suprême, naturellement. Vaste projet. Je suis Necron, le seigneur de la mort. Lorsque j'aurai fait disparaître tout ce qui touche à la vie, alors, sur une galaxie inanimée, je régnerai en maître suprême. Oh my god, he's so goddamn cool! Cobra défie alors Necron en duel mano à mano. Necron pourrait très bien refuser et gagner, mais bon, je vais pas trop lui en vouloir, ça fait déjà 2 fois qu'il lui met une tannée, alors une 3e pour la route, ça peut être sympa. Sauf que cette fois, Cobra est venu préparer. Alors Cobra, tu as trouvé quelque chose qui pourrait me tuer? Ah merde, il a vraiment trouvé. Cobra utilise donc le morceau qui a servi à planter Dominique et dans un dernier élan, il embroche Necron. Youpi, Necron est battu, Catherine n'est plus sous son emprise, et enfin une petite fin heureuse. Tu dois achever ton travail en tant que reine. Et dis donc, je sais pas si c'est le lieu pour... Ah non, ça va. Mais bien sûr, pour empêcher que 2 univers se percutent de nouveau, Catherine doit enclencher l'autodestruction de la planète, pour ainsi sauver les galaxies alentours. Cobra voit la planète se détruire de son vaisseau, et part loin, très loin, pour de nouvelles aventures. Et ainsi se finit Cobra, le film. Voilà, voilà. Tu crois que notre voyage s'achèvera un jour? J'en doute beaucoup. Bon, il va sans dire que ce film est assez particulier, que ce soit dans son fond comme dans sa forme. Je dirais même que c'est le film le plus libre de ton qu'on ait vu jusqu'à maintenant sur PEDG. Et c'est aussi un peu pour ça que je voulais en parler, vu que ce film a pour moi un aspect assez... atypique. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme, selon des critères purement esthétiques. Une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes.
On va commencer par ce qui m'a le plus impressionné, c'est-à-dire la direction artistique. Et bon Dieu, quel cocktail! Bon, déjà vous avez sûrement dû vous en apercevoir en voyant les extraits, mais le film est superbe même après 40 ans, en plus de bénéficier d'une animation de qualité. C'est fluide, ça bouge très bien et les animateurs capturent très bien la fougue et l'agilité de Cobra, l'imposante carrure de Necron ou l'élégance des sœurs Nelson. Tout cela est accompagné par les sublimes chara-design d'Akio Sugino, dont la synthèse de tout son travail se retrouve sur le personnage de Necron, que je trouve bien plus impressionnant et imposant que sa version manga. L'animé et le film ont réussi à ajouter une âme au personnage en l'iconisant dans l'animé par les harmonicelles de Desaki, ou dans le film par le chara-design et le character acting de Sugino, via ses expressions, sa posture, son aura et son regard, qui changent beaucoup du design plus simpliste du manga. Le personnage a de la gueule, et on a là une parfaite représentation d'un ennemi qui se donne le rôle de destructeur et de marchand de mort. Mais si le film est aussi impressionnant, c'est surtout grâce à son orientation artistique, qui se veut plus onirique que son homologue manga. Le film nous donne pas mal de scènes contemplatives qui nous laissent apprécier les scènes d'émotions fortes qui rythment tout le long métrage. Clairement, cette œuvre se veut être une représentation des courants artistiques d'une certaine époque, et même si ce dernier sort début 80, on retrouve bien plus une esthétique qui est dans la veine des années 70, avec les couleurs et décors qui font corps avec les émotions des personnages, et où on a parfois du mal à discerner le rêve de la réalité. L'ambiance sonore aide aussi pas mal à créer cette atmosphère étrange et limite hypnotisante qui se dégage du métrage. Vraiment, sur cet aspect, je conçois qu'on accroche ou non, mais personnellement, j'aime beaucoup ces idées de mise en scène et d'esthétisme. On pourrait d'ailleurs voir dans ce film moult références, que ce soit Star Wars et Barbarella pour son principe de mélange entre SF et fantasy, James Bond pour le personnage de Cobra qui y tient quasiment le même rôle, et pour le générique d'intro évoquant l'aventure et la sensualité. On pourrait même citer les magazines de SF Pulp pour l'esthétique, qui peut même rappeler le style de Mobius ou de René Laloux. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ce sont d'énormes pionniers de la SF en BD pour Mobius et en animation pour Laloux. Au Japon, ils sont même souvent cités en référence pour tout ce qui est lié à de la science-fiction en manga ou en animation. Les gars ont quand même inspiré des grands noms comme Go Nagai, Isao Takahata et même Osamu Tezuka qui ne tarissait pas d'éloges pour le réalisateur français René Laloux. Tout ça alors que le bonhomme n'a pu produire que 3 longs métrages au cours de son vivant. La planète sauvage, Les Maîtres du Temps et Gandahar, des œuvres assez méconnues mais qui ont chacun influencé et marqué l'histoire du cinéma d'animation. Bref, tout ce melting pot de références font que Cobra est un film qui a beaucoup d'idées et qui sait nous surprendre tout au long du métrage. Attention messieurs, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Par exemple, le monde de Cobra dans ce long métrage se retrouve assez différent de celui de la série animée qui est bien plus terre à terre. Et c'est bien une volonté de Desaki qui nous perd via ses différentes transitions visuelles ou rêves qui nous font nous demander si la magie existe réellement dans cet univers ou s'ils ne sont que les effets d'éléments réalistes et logiques qui pourraient être expliqués. Mais le film a l'intelligence de nous laisser interpréter cette partie. Et cette pointe de différence, je la trouve parfaitement symbolisée par la façon dont Cobra active son fameux Psychogun. Ah oui, Cobra, toi et ta fameuse arme psychique. Dans la série animée, il ne fait qu'enlever une prothèse, laissant apparaître sa fameuse arme légendaire, alors que le film embrasse un aspect beaucoup plus fantaisiste, en la faisant apparaître de manière quasi magique, marquant un aspect légende et mythe que veut retransmettre le film. Vous l'aurez compris, ce film Cobra est une œuvre qui se veut être un reflet d'une époque et de ses obsessions, et nous allons le voir, cela ne touche pas uniquement la forme, mais aussi le fond. Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! Le film a une histoire plutôt bien fournie et qui arrive étonnamment malgré ses différences à évoquer pas mal de moments forts du manga. Comme quoi, changer son intrigue ne veut pas forcément dire renier complètement son support de base quand on a un certain talent d'écriture. N'est-ce pas SNK? Les personnages sont à peu près les mêmes que leur homologue papier en termes de personnalité, à l'exception des deux sœurs de Jane et Nadia, qui changent drastiquement dans leur rôle et interaction avec Cobra, mais cela reste au service de l'histoire. Quelques éléments d'intrigue de cet arc sont presque pareils que dans le manga, traquer 3 sœurs qui possèdent en elles un certain pouvoir ou trésor caché. Cependant, ce sont les péripéties et le développement des personnages qui ne sont plus les mêmes. Dans le manga, on a affaire à une chasse au trésor, mais ici on est sur une quête philosophique et métaphysique sur l'amour, qui m'inspire une théorie de psychanalyse qui rentre complètement dans les thèmes et oppositions développés par le long métrage.
fuyez pas, ça va être intéressant. Et cette théorie, c'est celle de Eros et Thanatos, développée par Freud, qui explique que l'être humain est en constante lutte dans son inconscient entre deux pulsions opposées. Celle dite de Eros, qui est la pulsion de la vie et de l'amour, celle qui nous pousse vers la connexion sociale, la créativité et les sentiments positifs. Et celle dite de Thanatos, qui vise tout le contraire, celle de la violence, l'autodestruction et bien sûr de la mort. Et selon Freud, la tension entre ces deux états influence le comportement de chaque individu au cours de sa vie. Bon, je préviens en avance, je trouve cette théorie de psychanalyse fumeuse et je ne suis pas le seul vu que Freud est souvent critiqué par les professionnels actuels pour ses théories sans fondement scientifique. Et c'est le mec qui pouvait te balancer au KLM, t'as toujours eu envie de niquer ta mère, ne le cache pas, c'est normal. Donc voilà, mais par contre, la théorie de Eros et Thanatos rentre parfaitement dans le cadre d'une interprétation narrative dans un film comme Cobra. Puisque oui, vous me voyez venir, pour moi le film est la parfaite illustration de cette idée, avec les personnages des sœurs Nelson, Nécron et bien sûr Cobra. En effet, dans le film, il y a deux camps qui se font face, celle des sœurs Nelson qui veulent ressusciter leur planète grâce au pouvoir de l'amour, et Nécron qui veut corrompre ce pouvoir pour détruire une partie de la galaxie. C'est une analogie parfaite du Eros et du Thanatos. Mais et Cobra dans cette histoire? Cobra, pour moi, c'est l'individu qui est justement tiraillé entre ses sentiments contradictoires qui font de lui ce qu'il est. Il sera amené à connaître le véritable amour avec Jane et les deux autres sœurs qui nous le montrent comme un Cobra déconneur, charmeur et compétent. Tu me disais quoi avant que ces mal élevés nous interrompent? Avant de connaître le désespoir avec la mort de Jane et les interventions de Nécron qui amènent le film dans un tout autre ton bien plus mélancolique et dramatique. Cobra y est montré bien plus déprimé, semblant même se questionner sur les sentiments qu'il avait envers Jane. Je ne suis resté avec ta sœur que très peu de temps, et maintenant que j'admets que je l'aimais réellement, il y a tant de choses qui m'échappent. C'est l'amour qui se transmet par les sœurs qui va toujours remettre Cobra d'aplomb et le remettre vers le droit chemin. Nécron de son côté est la représentation de la mort et de la dépression. Il fait tout pour corrompre ceux qu'il côtoie, que ce soit Cobra via les multiples souffrances qu'il lui fait subir, ou par la façon dont il corrompt Catherine, la dernière sœur pour être son amante. Maintenant je veux que tu répètes les instructions que je viens de te donner. Et la manière de montrer Catherine n'est pas anodine. Un regard vide, une envie de rien, la lassitude même de ses actions et de son existence, qui ont pour seule origine le contrôle mental de Nécron, qui par son influence fait tout pour couper Catherine de la seule chose qui puisse la sauver, son amour qu'elle pourrait donner à Cobra. On pourrait presque y voir une sorte d'allégorie de la dépression personnifiée par Nécron. Donc bon, vous l'aurez peut-être compris, même si le message peut paraître gnangnan, il y a un fond intéressant si on creuse un petit peu. Et on pressent clairement une envie de créer une sorte de légende dramatique via l'iconisation de plusieurs scènes, qui essaie de donner au récit une dimension fantastique, pas déplaisante pour ma part. Après, c'est ma lecture personnelle du film, mais bon, il y a pas mal d'éléments qui vont quand même dans mon sens, hein. Un méchant qui s'appelle Nécron, c'est assez évident, non? Hein? Attends, et c'est comment en VO? Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine... C'est pour faire le ménage. On va faire une petite parenthèse sur une chose qu'on aborde rarement dans les PEDG, mais ici ça a son importance vu qu'il impacte un peu mon analyse. Alors, il faut savoir que si la série animée Cobra est bien arrivée chez nous via Canal+ dans l'émission Kabukada en 1985, le film lui sortira 11 ans après en 1996 en VHS avec une version française assez différente de la version originale. Que ce soit les noms de certains personnages, Lady devient Andromeda, Sandra devient Nadia, ou le vaisseau Turtle de Cobra est resurnommé le Serpent Ailé. Ah ouais, quand même. Et bien sûr, le plus évident, Lord Nécron qui est en fait Crystal Boy en VO. Mais pour ce dernier, il n'y a pas que le nom qu'ils ont modifié. En effet, la VF s'est même permise de le présenter comme un nécromancien qui souhaite raser une partie de l'univers pour régner sur un monde sans vie où ne règne que désolation et mort. Là où la VO le présente plus comme un être au pouvoir psychique sans aucune mention de nécromancie et dont le souhait est de raser une partie de l'univers pour montrer au monde que lui et sa guilde possèdent une arme de destruction massive, ce qui lui permettrait d'encore plus asseoir son pouvoir sur les autres galaxies alentours. Déjà, rien que là, la différence est quand même flagrante, et on pourrait même dire qu'elle met bien à mal ma lecture du film sur la représentation de Eros et Thanatos. Dans la version japonaise, Crystal Boy est surtout un malfrat, usant de robots pour conquérir l'univers et non un représentant de la mort. Après, je ne retire rien de mon analyse, elle reste assez cohérente avec les éléments de la VO, même si elle se retrouve du coup bien plus subtile. Mais les changements de nom et de quelques dialogues ne sont pas les seules spécificités de cette VF, puisque la BO n'était également pas la même. En VO, c'est le compositeur Osamu Shoji qui propose quelque chose de plutôt entraînant, allant avec une ambiance jazzy collant à l'ambiance habituelle de Cobra. Alors qu'en VF, nous avons le droit au groupe Yellow que vous connaissez forcément.
Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je trouve cette BO vraiment sympatoche, et elle donne au film un certain cachet en termes d'ambiance. J'oserais même dire que ces musiques collent mieux à l'ambiance du film. S'il vous plaît, tapez pas. Même les bruitages ont été complètement refaits. Ok, let's go. À la prochaine fois! Mais pourquoi tous ces changements? Que s'est-il donc passé? Eh bien tout ça, il faut le voir avec le distributeur Manga Entertainment, qui s'occupait d'une bonne partie des sorties en VHS de films et d'OAV d'animés des années 90, dans leur fameuse collection manga. Et justement, la filiale britannique de Manga nous a refilé leur version ressortie au cinéma par chez eux en 1995, puis en VHS en 1996. C'est cette filiale qui a décidé du changement de BO et quelques noms pour mieux s'adapter au marché occidental, en particulier pour les US. Donc ce qui s'est sans doute produit, c'est que la filiale britannique Manga a filé une copie de leur version à la filiale française pour faire leur VF, qui s'est sans doute senti obligée de suivre les directives de cette version. Dommage ou non, c'était les aléas de distribution de l'époque, et on peut encore s'estimer heureux que cette version ne soit pas complètement dégueulasse avec une BO hors propos, comme la version américaine de DBZ avec ses superbes OST en mode hard rock. Oh mon dieu, je remercie le ciel tous les jours. C'est l'heure du duel. Alors vite, Et oui, nous arrivons déjà sur la dernière ligne droite de notre analyse et pas de partie sur le box-office. Les sacripants, les enculés. En effet, malgré mes grands talents dans la recherche, je n'ai pu trouver qu'une seule info au sujet du budget du film, c'est qu'il aurait coûté très cher. Pour l'époque. Eh ben on n'est pas couché. Et au final, il a rapporté environ 300 millions de yens à sa sortie. Et quant à la question si le film a été rentable ou pas, Donc bon, pas grand chose à en dire, et je voulais surtout conclure notre entière analyse sur ce film, qui était pour moi le parfait exemple d'une adaptation radicalement différente de son homologue manga, tout en restant plutôt de qualité. Même si le film Cobra n'a pas forcément fait l'unanimité à sa sortie, il a tout de même son cercle de fans, et a réussi à avoir son statut de petit film culte, à tel point qu'il est ressorti récemment pour son 40e anniversaire en 4K dans des cinémas japonais pour le plus grand plaisir des fans. Comme quoi, le film a tout de même réussi à rassembler, même si bon, j'en connais un à qui ça a pas plu du tout, hein. Puisque oui, comme on a pu le voir, le film Cobra porte un nouveau regard sur l'œuvre de Terazawa. D'un héros grandiloquent, charmeur et jovial, on est passé à un héros tragique, en proie au doute et à la mélancolie. Et ça n'a mais alors pas du tout plu à Terazawa, et ça peut se comprendre, voir son travail autant altéré peut être source de colère et de frustration. Surtout quand on commence un projet comme celui-ci dans son dos. Ça aide pas à avoir confiance, je comprends. Mais après, les auteurs déçus de leur adaptation, c'est loin d'être rare, et c'est pas forcément un argument très construit pour féliciter ou dénigrer une œuvre. Je veux dire, regardez, par exemple, dans la Japanime, il est de notoriété publique que Rumiko Takahashi, l'auteur de Urusei Yatsura, a détesté le deuxième film adapté de son manga, alors que celui-ci est plutôt apprécié. Pareil pour Yukito Kishiro, mangaka de Gulm, qui n'aime pas du tout les OAV de son manga des années 90, alors qu'ils sont aujourd'hui cultes pour beaucoup. Et on avait déjà évoqué sur PEDG Tite Kubo et son rejet du film Elvers, qu'il renie totalement. Même hors de la Japanimation, c'est loin d'être rare de tomber sur des auteurs déçus de projets qui sont pourtant largement acclamés. En jeu vidéo, Andrzej Sapkowski, auteur de The Witcher, n'est pas satisfait des jeux de CD Projekt. Alors que bon, je connais beaucoup de fans des livres qui adorent cette adaptation. Et c'est pareil dans l'univers des films. Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, a chié sur le film de 71 de Mel Stuart, le caractérisant comme tout simplement minable et traitant Stuart de réalisateur sans talent. Ça pose l'ambiance, hein. Ce que je veux dire en passant par cette série d'exemples, c'est que les auteurs ont une vision bien définie de leurs œuvres, et si d'un côté ce sont les personnes théoriquement les mieux placées pour savoir ce qui peut être bon à enlever ou à rajouter dans une adaptation, ce sont aussi ceux qui peuvent manquer le plus de recul et d'objectivité sur leur propre travail. Le film Cobra est pour beaucoup comme moi une proposition artistique intéressante que Terazawa ne voit pas, car pour lui c'est une version déformée de ce qu'il a écrit et pensé. Et c'est assez difficile pour certains artistes de laisser des gens externes venir trifouiller leur univers. Pour moi, la saga qui peut le mieux représenter ça, c'est Star Trek. Son créateur original, Gene Roddenberry, a eu bien des différents créatifs avec toute personne essayant de reprendre son bébé après la série originale. Que ce soit avec la série Next Generation, servant de nouveau départ, où il s'engueula avec bien des producteurs et créatifs sur la direction à prendre, et encore plus avec les réalisateurs des films, en particulier Nicolas Meyer, réalisateur de Star Trek 2, avec qui il y a eu de fondamentaux désaccords sur la philosophie même de ce que devait être Star Trek. L'avenir donnera raison à Meyer en
termes d'idées créatives, mais la frustration de Roddenberry est compréhensible, sachant que c'était sa création au départ, qui se retrouvait modifiée avec des idées sur lesquelles il était contre. Un auteur, comme tout artiste, a une vision unique et individuelle. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas apprécier une vision différente de leurs propres œuvres, mais ils sont de base biaisés par leur propre vision. Le film Cobra a beau être renié par son auteur, il n'empêche que le film a su trouver son public et mérite d'avoir sa place dans l'univers Cobra, et non pas comme une tâche honteuse d'une franchise à succès, mais bien comme un bonus qu'il est intéressant de visionner après avoir vu la série animée, qui sera d'ailleurs cette fois supervisée avec l'aide de Terazawa. Chaque film, adaptation ou non, devient presque sa propre entité, et il faut toujours voir les films comme ils sont, des films, sans a priori en tant qu'adaptation ou retranscription de faits réels, juste un film. Les 3 dernières adaptations que nous avons passées en revue nous montrent chacun comment l'industrie de la Japanimation gère ses films adaptés de manga, soit comme des adaptations ultra fidèles sans grosse prise de risque pour rentabiliser à fond avec les fans du manga, comme ils le font avec les séries animées, soit comme une toute nouvelle vision qui plaira ou non au public visé. Jujutsu Kaisen 0 devient tellement fidèle à son manga qu'il dessert son récit et ses personnages pour satisfaire des fans déjà acquis du manga, ce qui lui donne bien plus l'apparence de produit dérivé qu'une proposition novatrice franche. A l'inverse, SNK Live Action a voulu proposer quelque chose de nouveau et d'éloigné du manga, mais son récit mal foutu et peu cohérent finissent par convaincre les fans du manga de manière erronée que leurs œuvres auraient été meilleures s'ils avaient suivi le manga à la lettre, alors que le problème est au contraire qu'il se limite bien trop en termes de liberté due à son statut d'adaptation. Le film Cobra de son côté est un peu ce que je voulais démontrer comme une adaptation libre d'un manga qui propose une réelle expérience cinéma sans trop se préoccuper de ce qu'aurait voulu voir l'auteur, une réelle seconde vision de l'univers de Cobra par d'autres créateurs. Et c'est un peu ce que je voudrais voir le plus souvent dans l'industrie de la Japanimation, des films plus libres et créatifs qui nous donnent une seconde expérience différente d'un même univers, un peu à la manière des univers de comics, retrouver des visions de plusieurs auteurs sur un même univers qui devient ainsi plus riche et divers, et dans lequel chacun peut trouver un peu son compte. C'est un peu le souhait que je voulais exprimer à travers ces 3 vidéos, et j'espère ainsi que vous comprendrez mieux mes réticences envers certains films ou séries adaptées de manga. Mais je sais que c'est une vision assez personnelle, et je serais curieux de connaître votre avis sur la question. Est-ce qu'un film adapté d'un manga ou animé se doit d'être fidèle pour vous hyper, ou le fait de partir sur une autre direction vous fait peur ou au contraire vous intrigue? C'est le genre de questions que j'espère vous poserez plus souvent à la prochaine annonce d'une adaptation live ou animée d'un de vos mangas favoris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions de lecture pour ce film, ou même si vous connaissez la franchise Cobra avant cette vidéo. Mettez un like et abonnez-vous, et ne ratez pas le prochain PEDG qui sera enfin la 20e vidéo de la chaîne. Même si la vidéo SNK a été strikée, mais pas grave. Sur ce, à bientôt tout le monde. Je plaisante.